C'est l'histoire d'un canal qui se cache, peut-être un peu trop timide ou simplement endormi. Pour qui sait le voir, l'imaginer, le canal est là, imprégné dans la mémoire du sol eurélien, entre la Beauce et le Perche. Sa construction fut un défi hydraulique titanesque employant jusqu'à 30 000 hommes, dont une majorité de soldats. Les hommes d'art et de science rivaliseront d'inventions pour satisfaire aux désirs du roi. C'est l'histoire d'un canal inachevé. Voici l'histoire du canal Louis XIV. 1682, Louis XIV s'installe définitivement à Versailles. Le château et son parc deviennent un lieu de rayonnement et de festivité. Le roi ordonnait de multiplier toujours davantage les bassins et les fontaines pour offrir à ses visiteurs un spectacle quotidien qui, sans la féerie des eaux, perdrait de sa magnificence. On oublie bien souvent la provenance de toute cette eau. À cette époque, comme l'écrivit le duc de Saint-Simon dans ses mémoires, Versailles n'était qu'un lieu ingrat, triste, sans vue, sans bois, sans eau. C'est alors que 3 hommes entrent en jeu. Louvois, surintendant des bâtiments de France, La Hire de l'Académie des sciences et Vauban, architecte admiré par le roi. Le projet ? Détourner les eaux de l'Eure, près de Chartres, en créant un canal qui irait se jeter dans l'étang de la Tour à Rambouillet. Ainsi, le canal rejoindrait tout le réseau hydraulique déjà mis en place jusqu'à Versailles. Le défi est de taille, la distance à parcourir est de 80 km. La simple étude d'une carte Google permet encore aujourd'hui de suivre le tracé du canal. 350 ans plus tard, la mémoire du canal inachevé est parvenue jusqu'à nous. Mais là, si vous regardez n'importe quelle carte Google ou autre, Google Maps, on voit très bien, en particulier au niveau des terrasses, cette immense barre boisée qui coupe sur 7 km la plaine beauceronne. On distingue effectivement le canal, d'abord on le suit sur les courbes de niveau avec ces massifs boisés qui suivent le cours du canal, mais on le devine aussi ici, dans les parties où il n'y a plus de bois, mais on devine cette trace sombre dans le sol. Ça, c'est tout à fait le principe que l'on a dans les photos aériennes en archéologie. Quand le canal suivait les courbes de niveau, c'est-à-dire sur le terrain naturel, donc il fallait construire des ponts pour passer au-dessus du canal. Et inversement, lorsqu'il fallait passer à travers les remblais, donc oui. Ils ont fait des tunnels. La grande voûte est ici, et là, on a une petite voûte qui fait à peu près 90 mètres de longueur pour passer sous les terrasses. Et de même, pour laisser passer la rivière du Laris, ils ont créé la grande arche qui fait 170 mètres, 160 mètres de long. Bon. Donc à certains endroits, donc, le canal est encore en eau et préservé sur plusieurs centaines de mètres, là on voit ici. On trouve son extrémité encore en eau, voilà, à la route là ici. Ouais. Les dimensions de ce canal, la longueur de ce canal, 40 km de Pongouin à Maintenon, oui, et après au-delà. Construire un tel déplacement de terre sur une tant de distance, et surtout dans la dernière partie, entre le fameux point rien de Berchères jusqu'à Maintenon, avec ces fameuses terrasses, ça c'est un travail colossal. Sous la direction de Vauban et de La Hire, les travaux commencèrent en 1684. 17 000 ouvriers, dont un tiers de maçons et terrassiers, et les 2 autres tiers de soldats, travaillèrent à cette gigantesque entreprise. L'immense chantier instaure l'installation d'une nouvelle économie dans la région le long du canal, mais aussi au-delà. Des hôpitaux sont créés, des carrières sont ouvertes, le réseau routier et le réseau fluvial sont revus pour l'acheminement des matériaux et des matières premières. Toute la région est mobilisée, en premier lieu les commerces de bouche ainsi que les artisans carriers, maçons, charpentiers. L'industrie de la région se développe, les besoins sont énormes, le bois, le calcaire, la fabrication de briques. Et pour héberger la soldatesque, on réquisitionne des logements, moyennant indemnité. L'entreprise, écrit M. de Noailles, fut si rapidement conduite qu'en moins d'1 an, le canal depuis Pongouin jusqu'à Berchères fut établi et que le 25 août 1685, l'Académie s'y transporta dans la personne de La Hire, Cassini, Sédillo et de plusieurs membres pour assister à l'entrée dans le canal qui devait avoir lieu, comme épreuve, ce même jour.
L'épreuve réussit complètement et l'eau arriva sans obstacle de Pongouin à Berchères. Quelques jours après, le 5 septembre 1685, le roi Louis XIV lui-même vint à Courville pour examiner l'entreprise. Après une première partie réalisée en quelques mois, le tracé rencontre deux difficultés majeures, la vallée des Larisses et la vallée de l'Eure. Comment les franchir ? À l'origine, le projet prévoit un aqueduc de 17 km de long comportant jusqu'à 3 rangées d'arcades qui culmineraient à 72 mètres au-dessus de l'Eure à Maintenon. Un édifice grandiloquent, excessif, majestueux, à l'image du roi Soleil. Cet aqueduc doit passer dans le parc d'un château acquis quelques années plus tôt par une certaine Françoise d'Aubigné, devenue Madame de Maintenon, la nouvelle épouse du roi. Ce mariage n'est pas officiel, mais Louis XIV veut offrir ce splendide cadeau à sa nouvelle épouse pour orner son parc dessiné par le nôtre. Impossible de décevoir le roi, seulement Louvois et Vauban ne sont pas d'accord. Vauban souhaite une construction moins spectaculaire et plus efficace. Des tensions se créent, ce qui provoque des retards. D'autres problèmes viennent s'accumuler. Manque d'eau potable, famine, épidémie, 6000 ouvriers meurent de fièvre paludéenne. Les retards s'accumulent, l'argent vient à manquer. 1688. Louis XIV s'engage dans une nouvelle guerre contre la Ligue d'Augsbourg. Les régiments présents sont contraints de partir, le projet doit être revu à la baisse. 1691. Louvois meurt alors que le chantier s'enlise. Vauban prend ses distances, il est de plus en plus critique vis-à-vis du roi. Après 9 années de travaux, le projet est définitivement arrêté en 1692. Aujourd'hui, c'est un canal le plus souvent sans eau qui se présente aux promeneurs. Vu du ciel, son tracé se devine à travers champs. De nombreux vestiges sont visibles tout au long de son parcours, comme l'écluse de Boisard. À Fontaine-l'Aiguillon et à Dallonville, le canal est encore là, en eau. L'entrée du siphon et la grande arche à Berchères-à-la-Mingot témoignent de ce défi scientifique. Les terrasses barrent la plaine entre Chartres et Maintenon. Après l'abandon du chantier, Louis XIV est affaibli. Il a perdu la guerre d'Augsbourg, une famine a décimé le pays. C'est le début d'une période d'austérité qui annonce peut-être les prémices de la chute d'une monarchie absolue. À votre tour, partez à la découverte du canal Louis XIV, cruelle folie ou projet pharaonique d'une monarchie au sommet de sa gloire. La rivière du roi, l'histoire du canal Louis XIV.